nombreux philosophes du XIXe ou du XXe siècle n'ont pas résisté aux critiques du temps. Pourquoi Descartes, cet homme de l'âge classique, nous est-il encore comme un maître de pensée? C'est qu'il est sans doute notre contemporain véritable, métaphysicien de la science moderne, fondateur du sujet sans qui ni raison ni liberté n'auraient eu le sens qu'elles ont pris pour nous. Descartes nous attendait, en cette fin de siècle, au croisement de l'éthique et de la vérité. Le mot qui définit le mieux le geste cartésien dans la pensée est celui de rupture. Georges Canguilhem explique à ce sujet que Descartes commence par refuser l'héritage philosophique de son temps. De quoi cet héritage est-il fait? Quel est l'état de la philosophie en ce début du XVIIe siècle? Quels sont les courants de pensée auxquels Descartes va se confronter, Pierre-François Moreau? Étienne Gilson avait montré dans son index scolastico-cartésien que, en fait, un grand nombre de termes, de concepts, de problèmes classiques posés par Descartes sont hérités de la tradition scolastique, et plus encore de la tradition néo-scolastique, mais il n'y a pas que la néo-scolastique, il faudrait marquer plusieurs strates dans cet héritage. Alors, il y a d'une part, bien sûr, Aristote et l'aristotélisme. Il est tout à fait curieux, par exemple, quand on regarde les méditations métaphysiques, qui sont suivies d'objections et de réponses, de s'attarder sur le vocabulaire utilisé par Descartes. À l'intérieur des méditations, Descartes utilise très peu le lexique technique de la scolastique. On a vraiment l'impression qu'il fonde une nouvelle façon de philosopher. Par exemple, il utilise très peu le mot substance, qui est le terme classique de la pensée aristotélicienne. Et puis, lorsque ses adversaires, lorsque ses objecteurs lui posent des questions dans leur langage à eux, Descartes réexpose sa pensée, dans les réponses aux objections, dans ce langage. Donc apparemment, ce langage, même s'il n'est pas toujours le langage spontané de Descartes, peut lui servir pour exprimer ses pensées et pour les développer. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects de sa problématique qui ne sont pas présentes dans les méditations elles-mêmes, mais qu'on retrouve plus détaillés, avec de nouveaux exemples, avec une nouvelle manière d'aborder les questions à l'intérieur des réponses aux objections. Et là, par exemple, on découvre que la pensée de Descartes est une pensée en fait extrêmement substantialiste. Et ce terme de substance va structurer toute une partie des réponses aux objections. Et si on regarde l'autre grand traité de Descartes, les principes de philosophie, on se rend compte que cette fois, il est entièrement structuré par la théorie de la substance, de ses modes, de ses affections, c'est-à-dire que Descartes peut reprendre à son tour la méthode d'exposition des scolastiques tout en la modifiant pour son propre usage. Une deuxième couche de l'héritage de Descartes, ce serait le scepticisme. En effet, lorsque Descartes commence, par exemple les méditations, par l'exposé d'un doute historique puis d'un doute universel, il n'est évidemment pas le premier à trouver des raisons de douter. Mais ce qui est tout à fait remarquable, au contraire, c'est qu'il y a une espèce d'immense développement du scepticisme au XVIe et au XVIIe siècle, parce qu'on a réédité Sextus Empiricus, parce que les guerres de religion et les controverses de sectes se prêtent tout à fait au développement d'une pensée sceptique. Et on pourrait dire que la caractéristique de Descartes, ça n'est pas du tout d'introduire le doute, mais au contraire de le raisonner, de le limiter, et de transformer le scepticisme d'attitude générale en méthode et en démarche pour trouver la vérité, et non pas pour trouver le probable ou la coutume. Par exemple, le livre de Sanchez, qui est une sorte de classique du scepticisme moderne, s'intitule « Quod nihil scitur, une science de rien ». On pourrait dire qu'en fait, Descartes reprend certains des arguments de Sanchez pour les inverser, et pour montrer qu'avec ce rien, on peut justement faire une science.
Enfin, il faudrait mentionner ce qu'on hésite à appeler l'héritage augustinien, alors que c'est peut-être paradoxalement le philosophe dont Descartes est le plus proche. C'est devenu maintenant une sorte de lieu commun de rapprocher la théorie de la conscience qui se trouve dans la méditation de celle qu'on trouve, par exemple, dans le traité de la Trinité, de rapprocher le cogito du si fallorsum, et de montrer que toute une partie de cette problématique de la présence de soi à soi leur est commune. Mais les travaux de Geneviève Rodis, dans sa thèse sur l'inconscient chez Descartes, ont bien montré, je crois, qu'il y a une espèce d'illusion rétrospective à parler d'Augustisme Descartes, dans la mesure où, au XVIIe siècle, alors qu'il y a d'immenses controverses fondées sur l'augustinisme théologique, pratiquement jusqu'à Descartes, il n'y a pas de véritable courant d'augustinisme philosophique. Et c'est au contraire la publication des écrits de Descartes qui va inciter les augustiniens eux-mêmes à relire les textes de Saint-Augustin pour y trouver de la philosophie. Donc on pourrait dire qu'en un sens, l'augustinisme du XVIIe siècle s'inspire de Descartes, redécouvre Saint-Augustin et lumière de Descartes beaucoup plus que le contraire. Oui, ce sont des pensées qui sont extrêmement vivantes, donc au début du XVIIe siècle, puisqu'elles s'incarnent dans des grands noms de grands penseurs qui vont se confronter à la pensée cartésienne. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un peu l'état des forces en présence et qui, au fond, était partie prenante de ces grands débats? Bien sûr, ce sont des pensées extrêmement vivantes. Il y a non seulement un aristotélisme, même plusieurs, puisqu'il y a plusieurs interprétations que la nouvelle scolastique a mises en place. Il y a eu Suarez et il y a encore des Suarésiens. Ça, c'est les jésuites, alors, pour dire les choses. Les jésuites, les dominicains, enfin, il y a plusieurs interprétations hostiles les unes aux autres d'Aristote et de saint Thomas. En principe, la somme théologique est devenue le manuel d'enseignement de la théologie, mais il y a eu en Espagne, par exemple, des controverses historiques entre la façon dont les dominicains l'interprétaient et la façon dont les jésuites l'interprétaient. Il est probable que ceux que Descartes va rencontrer sont plutôt des jésuites, et visiblement, lui s'intéresse beaucoup plus à la discussion avec les jésuites. Mais on trouve des traces de ces différentes interprétations, par exemple dans les provinciales, où les uns et les autres sont confrontés par Pascal. En ce qui concerne les augustiniens, il y a évidemment le courant janséniste ou jansénisant, et l'un de ses plus grands représentants, Arnaud, va entrer en discussion avec Descartes. Il est l'un de ceux qui proposent des questions à la suite des méditations métaphysiques. Et puis, quant au courant sceptique, il y a eu le scepticisme du XVIe et du début du XVIIe siècle, mais pendant tout le XVIIe siècle, il y a tout le travail souterrain de ceux qu'on appelle les libertins érudits, qui accumulent à la fois des arguments contre un certain type de religion, contre un certain type de tradition, et qui en même temps se mettent souvent à l'écart du mouvement des sciences. Beaucoup d'entre eux ont un scepticisme tellement fort qu'ils portent non seulement contre la religion, mais aussi contre le mouvement scientifique. Alors il faudrait citer là non seulement ceux qui sont réellement connus par leurs écrits, mais aussi les innombrables auteurs de manuscrits clandestins, comme par exemple Theophrastus Redivivus, qui est probablement l'un des clés de la pensée du XVIIe siècle, qui a été seulement réédité récemment en Italie. Et on trouve pratiquement par-dessus le cartésianisme, mais en même temps nourri de certains arguments qui lui sont empruntés, et en rupture avec lui, par exemple sur la question de l'âme des bêtes, on trouve chez eux les racines du mouvement philosophique du XVIIIe siècle. Alors justement, un exemple, c'est la question de l'âme des bêtes. Traditionnellement, pour le courant aristotélicien, il y a une question de degré dans la séparation qui va des bêtes à l'homme. Les bêtes ont une âme, les hommes aussi, mais les hommes en outre ont une âme intellective, ce que les bêtes n'ont pas. Descartes introduit une rupture brutale entre le monde de la matière et des animaux-machines d'un côté, et le monde humain de l'autre, le monde du cogito. Le monde du cogito, de la substance pensante. Or, on va voir s'opposer à lui là-dessus, et la querelle de l'homme des bêtes va être très vivante pendant tout le XVIIe siècle, à la fois des traditionalistes aristotéliciens, qui en restent à l'ancienne notion de l'âme, et aussi des gens qui défendent l'idée de l'âme des bêtes et l'idée de la proximité de l'homme à l'animal, précisément pour ruiner le christianisme. Donc cette théorie est défendue sur deux fronts à la fois.
Et finalement, on verra Spinoza, par exemple, très proche de la deuxième solution lorsqu'il dira que toutes les choses sont animées, quoiqu'à différents degrés. Pierre-François Moreau, est-ce que parmi les héritages de Descartes, on trouve seulement un héritage philosophique, ou bien est-ce que ça s'étend à d'autres objets? Non, bien sûr, ce n'est pas seulement philosophique, c'est quelqu'un qui est probablement imprégné d'une tradition rhétorique, littéraire, culturelle. Alors évidemment, c'est toujours dangereux d'essayer d'aller trop loin dans la recherche de ces traces, parce qu'on reconstitue un peu vite un esprit du temps à partir de vestiges, mais enfin, il faut quand même bien voir que les exemples qu'il donne, il donne beaucoup d'exemples, sont tous à la fois enracinés dans une tradition de l'analyse sensation et des déviations de la sensation, l'exemple du fou, l'exemple du délire, l'exemple du rêve, mais en même temps, la façon dont il revêt ces exemples, la façon dont il les habille, fait incontestablement penser à la tradition baroque. Il me semble que Descartes aurait peut-être écrit autrement s'il n'y avait pas la tradition de la réflexion sur la vie est un songe, la tradition de la réflexion sur l'homme de verre qui révèle sa folie quand on lui pose une question sur sa réalité. Et le théâtre de l'époque, il faut bien le dire. Et le théâtre de l'époque, et pas seulement le théâtre français, qui est marqué lui aussi par toutes ces méditations sur les bords extrêmes de l'humanité, les bords extrêmes de la raison, la limite entre la raison et la folie, la raison et le songe, le fait que chacun d'entre nous est toujours menacé par des instants dans lesquels il ne se ressaisit plus lui-même, tout cela d'une certaine façon présent chez Descartes. Et puis il y a aussi un héritage que Descartes partage avec la plupart des gens de son temps, qui beaucoup plus qu'un héritage philosophique est un héritage rhétorique. Apprendre le latin, à l'époque, ça n'était pas seulement, comme maintenant, apprendre la grammaire latine et le vocabulaire, c'était s'imprégner de la pensée et des tournures qui impliquent des tournures de pensée d'un certain nombre d'auteurs qui, justement, ne sont pas le plus souvent des philosophes, mais qui sont des poètes, des fabulistes, des orateurs, et puis celui qui est à la limite entre la littérature et la philosophie, c'est-à-dire Sénèque. Or, c'est Sénèque qu'on va voir discuté par Descartes dans les Lettres à Élisabeth. Il y a pour toute une partie de l'Europe une sorte de style commun qui visiblement dépasse les inflexions, les citations individuelles, et qui est plus qu'un simple style d'expression, mais qui transmet une certaine façon de penser. On pourrait dire par exemple que tout le néo-stoïcisme qui sert d'horizon moral à tous ces gens est en grande partie véhiculé par cette rhétorique. En 1641, paraissent à Paris, chez Soli, les Meditationes de Prima Philosophia, méditation métaphysique, suivies de 6 séries d'objections, celles de Catérus, de Mersenne, de Hobbes, d'Arnaud, de Gassendi, et d'un groupe de philosophes, de géomètres et de théologiens qui se réunissaient chez Mersenne, et des réponses de Descartes. La seconde édition de l'ouvrage paraîtra à Amsterdam en 1642. Elle ajoutera au texte de 1641 les 7e objections, celle du père Bourdin, avec les réponses de Descartes, et une lettre de l'auteur au père Dinet. Ce qui est intéressant d'une part, c'est la multiplicité des lieux d'où viennent les objections, ce qui nous permet de voir à la fois la richesse et la variété de la pensée de l'époque, et à quel point toutes les formes de pensée qui existaient à ce moment-là, aussi bien les pensées traditionnelles que les pensées matérialistes, qui en un sens étaient également traditionnelles, pouvaient trouver un point d'appui et de discussion dans la nouveauté du discours cartésien. Et d'autre part, il est intéressant que Descartes, dont la pensée habituellement n'est pas considérée comme une pensée très dialogante, ait précisément là accepté, sinon le dialogue, du moins la confrontation. Et on voit bien qu'il y a certains de ces objecteurs avec qui il y a un terrain commun, c'est le cas pour Arnaud, c'est le cas pour certains autres,
Il y en a d'autres, avec certains théologiens, où la discussion se réduit plus à une confrontation d'avis qui sont finalement irréductibles, mais où on peut au moins éclaircir ou porter divergence. Et puis il y a certains adversaires, comme Gassendi et dans une moindre mesure Hobbes, où non seulement il est clair que, bien que défendant les uns et les autres une nouvelle physique, une nouvelle philosophie, donc étant du même côté de la barrière en quelque sorte, par rapport à l'aristotélisme, la divergence commence presque aussitôt, et elle est presque aussitôt formulée en termes tellement irréductibles qu'on sent l'agacement de Descartes devant l'obstination de son adversaire à discuter. On pourrait dire que c'est là que l'objecteur se transforme le plus en adversaire. C'est lorsqu'il pourrait être le plus proche sur certains points qu'il en est le plus éloigné dans l'interprétation, justement, des points de proximité. Alors, je crois que c'est très clair si on regarde, par exemple, les objections que Hobbes formule à la seconde méditation, c'est-à-dire à celle où, au fond, va se fonder le cogito et s'enchaîner l'ordre des raisons. Hobbes interprète les propositions de Descartes d'une façon qui semble à Descartes non seulement insoutenable, ce qui serait le cas le plus général, mais en outre, pratiquement perverse, puisqu'il interprète totalement à l'envers. Hobbes se dit, puisque la connaissance de cette proposition, j'existe, dépend de la connaissance de celle-ci, je pense, et la connaissance de celle-ci, de ce que nous ne pouvons séparer la pensée d'une matière qui pense, il semble qu'on doit plutôt inférer qu'une chose qui pense est matérielle plutôt qu'immatérielle. Autrement dit, précisément, sur l'expérience irréductible sur laquelle Descartes fonde la radicalité de la pensée par rapport à la matière, Hobbes veut fonder exactement le contraire. Alors, il suffit ensuite de lire les réponses de Descartes et puis de constater que cette discussion ne s'éclaircit pas, mais ne fait que s'aggraver au fur et à mesure. Elle tourne même d'ailleurs très mal pour Hobbes, puisque Descartes, en somme, lui répond quelque chose comme « Monsieur, vous m'avez mal lu, relisez-moi », enfin. Oui, mais bien entendu, ça ne servira à rien que Hobbes relise, puisqu'au contraire, on pourrait dire que de son point de vue, il a très bien lu, mais comme il interprète systématiquement, par exemple, l'idée en termes d'image matérielle, il pourrait le relire autant de fois qu'il voudrait, il n'aboutirait qu'à fonder, et c'est ce qu'il fera, les thèses de ses propres ouvrages. Et on peut dire que les grandes thèses du décorporé, par exemple, sont déjà entièrement présentes, d'une façon ou d'une autre, à l'intérieur des objections qu'il fait à Descartes. Donc, en relisant les méditations, il aboutirait à devenir encore plus hobbesien et encore moins cartésien. Il serait amusant de donner un exemple, justement, de ton tranchant que Descartes prend en réponse à Hobbes. Peut-être une phrase... Oui, par exemple, « Et je pense avoir assez expliqué l'idée de Dieu pour ceux qui veulent concevoir le sens que je donne à mes paroles. Mais pour ceux qui s'attachent à les entendre autrement que je ne fais, je ne le pourrai jamais assez. » Descartes est un savant ou un intellectuel pris dans les luttes de son temps, mais à leur occasion, il inaugure un style neuf en philosophie. Il est, pour nous, avec Platon et Kant, l'exemple type d'un commencement absolu en métaphysique. Pierre Guénancia, dans le livre que vous avez consacré à Descartes, qui est paru en 1986 aux éditions Bordas, vous écrivez « Tout est question de méthode dans le cartésianisme ». Oui, question de méthode, mais la méthode n'est pas, comme on le croit souvent, une sorte de résumé de la science ou une sorte de guide universel qui se substituerait à chacun et qui permettrait en quelque sorte d'atteindre la vérité d'une manière anonyme. Elle est méthode de découverte d'un savoir. Et en ce sens, cette méthode est au fond le mouvement naturel de l'esprit lorsqu'il cherche à connaître et à s'assurer de connaissances certaines. La méthode est inséparable de la certitude dont elle postule la possibilité d'acquisition pour tout homme.
Il y a une chose qui est essentielle dans le premier texte de Descartes, enfin le premier grand texte, qu'il n'a pas achevé d'ailleurs, mais qui nous a été conservé, les règles pour la direction de l'esprit, c'est la remarque du début, selon laquelle l'esprit est un. Alors bon, on peut juger anodine une telle remarque, mais je crois qu'elle est profondément expressive du mouvement de pensée cartésien, dans cela que la méthode, au fond, ne va être que le déploiement de l'ordre naturel de l'esprit, et au fond, la déclaration de l'unité de l'esprit humain est quelque chose de beaucoup plus grande portée qu'on ne le pense, à lire cette phrase anodine. Cette déclaration implique que l'esprit ne soit pas compartimenté dans des savoirs déjà établis, mais qu'il ait justement la liberté de les reconstituer tous à partir des notions simples dont il a la charge de trouver en lui les idées claires et distinctes. Le projet cartésien, il se confond avec celui de la science moderne, consiste à tourner le regard de la science du côté de l'esprit, avant que de le tourner du côté des choses. Toutes les sciences ne sont en effet rien d'autre que l'humaine sagesse, qui demeure toujours une et identique à elle-même, quelque différents que soient les objets auxquels elle s'applique, et qui ne reçoit pas d'eux plus de diversité que n'en reçoit la lumière du soleil de la variété des choses qu'elle éclaire. Il n'y a donc pas lieu de contenir l'esprit en quelque borne que ce soit. Loin en effet que la connaissance d'une seule vérité, à l'exemple de la pratique d'un seul art, nous empêche d'en découvrir une autre, elle nous y aide bien plus tôt. Il s'agit d'abord de faire l'inventaire, si je puis dire, systématique, ordonné, des idées simples que chaque esprit possède en lui, et à partir de ces idées, tenter de les composer de manière à ne pas être arrêté par le profil ordinaire des choses, le profil habituel des choses. Autrement dit, il ne faut pas s'arrêter à la réalité telle que le phénomène nous la présente. Il faut d'abord se tourner vers son propre esprit, faire l'inventaire des notions simples grâce auxquelles il a une expérience de l'évidence, une expérience de la certitude, et à ce moment-là, interroger les objets de l'expérience grâce au fil conducteur que donne cette certitude saisie dans la connaissance des natures simples que l'esprit porte en lui. Pierre Guénantia, on a l'impression que dans tous ces textes et dans de nombreux écrits, Descartes ne cesse de rappeler qu'au fond, pour lui, le monde n'a pas une consistance réelle. On peut le considérer comme une fable et ça ne change rien à la connaissance que nous pouvons en avoir. Parce que cette connaissance, elle n'est pas fondée sur l'expérience concrète, sensible, immédiate, habituelle que j'en ai. Mais cette connaissance, elle est fondée sur les notions que je me fais de ce qu'est un corps physique et de ce qui est nécessaire à un corps physique pour être ce qu'il est. On a suffisamment reproché au cartésianisme de réduire la diversité et la richesse du monde sensible à une étendue neutre, figurée et traversée par différents mouvements. C'est ne pas tenir compte de la volonté expresse de Descartes de se séparer de l'expérience sensible et des objets et de leur signification ordinaire pour tenter de les recomposer à partir des notions que j'ai en moi-même. Je reconnus qu'il n'y avait rien qui appartint à la nature ou à l'essence du corps, sinon qu'il est une substance étendue en longueur, largeur et profondeur,
capable de plusieurs figures et de divers mouvements, et que ces figures et mouvements n'étaient autre chose que des modes, qui ne peuvent jamais être sans lui, mais que les couleurs, les odeurs, les saveurs et autres choses semblables n'étaient rien que des sentiments qui n'ont aucune existence hors de ma pensée, et qui ne sont pas moins différents des corps que la douleur diffère de la figure ou du mouvement de la flèche qui la cause, et enfin que la pesanteur, la dureté, la vertu d'échauffer, d'attirer, de purger et toutes les autres qualités que nous remarquons dans les corps consistent seulement dans le mouvement ou dans sa privation et dans la configuration et arrangement des parties. Ce que Descartes cherche, c'est l'idée sans laquelle un corps n'est pas un corps. Mais il s'agit bien d'une idée, il s'agit bien d'une conception. Ce que je ne peux manquer de rencontrer lorsque je pense à l'idée ou à la notion de corps. Je ne peux pas mesurer la part que, justement, je prends à cette signification. Ne pouvant pas la mesurer, je peux en revanche la suspendre. Je peux suspendre, au fond, ce par quoi le corps signifie. Et il signifie ordinairement par la dureté, par la couleur, par Et en ce sens que le monde, au fond, ait une consistance réelle ou non, n'a pas grande importance finalement. La question importante pour Descartes n'est pas le problème de la consistance du monde, mais le problème de son extériorité véritable. En quoi est-il véritablement extérieur à moi? En quoi est-il véritablement distinct de moi qui le pense? Et c'est pour cela que la science cartésienne, mais elle est déjà en ce sens métaphysique, commence par la nécessité de ne se fier qu'à l'entendement seul, qu'à faire cette sorte d'opération d'abstraction, pourrait-on dire, de ma sensibilité et de mon imagination. Le problème du philosophe n'est pas le monde. Le problème du philosophe est la connaissance qu'il peut avoir du monde. Le problème du philosophe est l'épreuve radicale de la vérité de cette connaissance. Et par conséquent, il ne peut pas se fier à ce que Merleau-Ponty, par exemple, appelle la foi perceptive, à ce qu'on appelle une expérience préalable de ce que nous sommes. Non, ces expériences peuvent toujours être soupçonnées d'être trompeuses. En revanche, ne l'est pas celle que je découvre grâce à un effort véritablement ascétique pour parvenir à des notions simples, à des notions claires, à des vérités indubitables, et qu'ils seront d'autant plus qu'elles seront justement simples. C'est-à-dire que je ne pourrai pas soupçonner mon esprit de les avoir façonnés, de les avoir composés. L'attitude de Descartes devant la science manifeste avant tout un tracas d'ordre métaphysique. On peut dire, Jean-Robert Armougat, que sa volonté de science est liée au désir d'aboutir à une connaissance certaine, et donc, au fond, que Descartes s'intéresse moins aux sciences qu'à la certitude, qu'au motif de la certitude. Descartes aura donc le premier conscience de l'intérêt d'une réflexion philosophique sur les sciences, mais ce n'est pas tout. Il a aussi une œuvre scientifique propre qui durera plus d'une vingtaine d'années, et bien que philosophe, son niveau de connaissance dans les domaines scientifiques est à la hauteur de celui des plus grands savants de son temps. Oui, il faut essayer de replacer Descartes dans ce phénomène de la curiosité de l'esprit. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de la curiosité, et l'on peut dire, de Jérôme Cardan jusqu'à Leibniz, que les grands noms sont des esprits curieux. Descartes, à l'âge de 20 ans, en 1616, soutient ses thèses de licence de droit. Et, comme on pourra s'en apercevoir, dans ce texte, Descartes dresse un véritable programme de vie. C'est un garçon qui, dans la dédicace latine de ses thèses à son oncle et parrain, René Brochard, d'où il tire son prénom, René, écrit «
j'ai essayé de parcourir toutes les sciences les unes après les autres, depuis la source limpide de la poésie jusqu'au grand fleuve de la rhétorique, et essayant de trouver dans les sciences ce qui permettait d'avoir un chemin, d'ouvrir une méthode. Et d'abord, enchanté que j'étais par le caressant murmure de l'onde qui bruit paisiblement, je désirais puiser au flot melliflu de la poésie. Mais j'admirais bientôt le fracas plus grave des mots qui dévalaient comme des torrents, et avec un extrême désir, j'avais soif des fleuves plus larges de l'éloquence. Mais comme ils donnent soif, plus qu'ils ne désaltèrent, ils ne purent me satisfaire en aucune façon. Je parcourais enfin, avec une soigneuse application, l'immense étendue des sciences et toutes les rivières qui en tirent leur cours si abondant. Ce n'était pas assurément quelquefois l'ambition qui m'avait emporté, sans penser à la faiblesse de mes capacités, d'espérer parvenir à épuiser ne serait-ce que l'unique ruisseau de quelqu'une des sciences, mais je voulais en choisir une parmi les autres, dont la très douce rosée aurait pour l'avenir apaisé la soif de mon esprit, et désirais les distinguer toutes par l'expérience. Ce qui est frappant, c'est Descartes frayant son chemin en dehors des sentiers battus de la carrière du droit, de la carrière des armes, de la carrière du curieux, tel que les uns ou les autres de ses amis pouvaient lui permettre de le faire. Descartes n'est pas un ingénieur de métier, même s'il fréquente ces milieux, s'il connaît bien les ingénieurs hollandais. Descartes n'est pas un mathématicien de métier, même s'il lance des défis aux mathématiciens. Et enfin, Descartes se défend ô combien d'être un savant sous n'importe quelle espèce. D'une certaine manière, Descartes représente bien l'âge classique, celui de l'honnête homme, mais il dépasse largement ce qu'il peut y avoir de banal et d'usé dans le portrait de l'honnête homme, parce que Descartes est bien le fondateur d'une manière nouvelle de voir la science. Je ne dis pas qu'il est le fondateur de la science moderne. D'abord, la science moderne est multiple, et on ne saurait la réduire à une seule discipline, physique ou mathématique ou géologie. Ensuite, la science moderne peut se prévaloir dans chacune de ces disciplines de noms plus illustres que Descartes, en optique Snellius, en mathématiques Huygens ou Leibniz, Pascal. On peut penser à des auteurs dans chaque domaine qui sont allés plus loin que Descartes. Il a été quand même, sur certains points, le précurseur de certaines expériences de Pascal, d'un certain nombre de découvertes de Leibniz aussi, enfin. Eh bien, il est précurseur et il est héritier. Descartes se défend d'avoir emprunté sa science à quiconque. En parlant de François Viette, le mathématicien français, Descartes dit « j'ai commencé là où Viette s'est arrêté ». Et pourtant, lorsqu'on lit les œuvres de Viette, lorsqu'on constate l'importance des traductions françaises de Viette, des 2 ou 3 traductions qui ont été publiées en 1630, lorsqu'on constate l'importance de la notation rénovée par Viette, on voit que Viette avait déjà fait un grand bout du chemin que Descartes poursuit. Alors qu'il aille plus loin que Viette et qu'il continue là où Viette s'est arrêté, cela est vrai, mais il ne commence pas pour autant là où Viette s'est arrêté, il fait avec Viette une partie du chemin. Voyez-vous, pour cet exemple mathématique, la démarche la plus importante a été dans ce domaine de la notation. Ça a été de pouvoir donner une notation commune à l'inconnu, quel que soit son degré dans une équation. Les notations précédentes, les notations cosiques, à cause du mot cosa, la chose qui désignait l'inconnu chez les arithméticiens italiens, chez les calculateurs italiens, dans le système précédent, A puissance 2, A puissance 3, A puissance 4 étaient notés de manière différente, par des signes différents. Et donc, on avait du mal à visualiser et à imaginer, le rôle de l'imagination est important chez les mathématiques, ce que pouvait être un même nombre élevé à des puissances différentes. Viette a eu l'idée de noter l'inconnu par des majuscules, Descartes les note par des minuscules, mais l'idée de Viette qui est
de doter l'inconnu d'une lettre et d'ajouter ce que l'on appelle un exposant à côté de cette lettre, non pas un exposant numérique, comme Descartes en a eu l'idée, mais un exposant écrit. On écrira grand A carré, grand A cube. À côté de cette lettre, cette idée-là a fait faire un progrès décisif au rapport du mathématicien aux inconnus. Mais il est certain que sur ce point, pour la résolution d'équations au-dessus du troisième degré, Descartes a prolongé, en l'améliorant, la recherche des termes moyens de proportion, de la double moyenne proportionnelle, telle que les géomètres grecs avaient déjà efforcé de résoudre ce problème à l'aide de paraboles qui se croisaient. Bon, Descartes est arrivé par un autre moyen au résultat commun. Mais ce qui est important, c'est que Descartes a proposé une écriture nouvelle. Et c'est en ce sens que je disais tout à l'heure que s'il n'est pas l'inventeur de la science moderne, il est l'initiateur d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière d'écrire et donc d'une nouvelle manière de conduire un problème jusqu'à la solution. D'un nouveau langage mathématique, en sorte. Du nouveau langage mathématique, tout à fait, oui. L'activité intellectuelle du jeune Descartes, de l'officier, est extrême dans ces années de Hollande à partir de 1619, où il fait la connaissance d'Isaac Beckman. Il faudrait parler d'Isaac Beckman, dont on a beaucoup parlé en 1987 du 350e anniversaire du discours de la méthode. On n'a pas parlé du 350e anniversaire de la mort de Beckman. Beckman qui a joué un rôle décisif dans l'itinéraire intellectuel de Descartes. Dans son journal, Beckman note « Hier, qui était le 10 novembre 1618 à Breda, un Français du Poitou, Gallus Picto, qu'il appelle ailleurs Duperron Picto, ou Renatus Descartes, s'efforçait de prouver qu'en réalité, il n'existe point d'angle. Ou bien, le 23 novembre, mon Poitevin dit qu'à part moi, il n'a jamais rencontré personne qui unit si étroitement dans ses études la physique et la mathématique. Donc voilà Descartes qui a 22 ans, qui rencontre Beckman, qui commence par éprouver avec Beckman des satisfactions mathématiques et qui déjà pose ce lien de la physique et de la mathématique. Et le discours de la méthode est là pour nous le rappeler. L'enquête intellectuelle de Descartes a bien été d'essayer de fournir au monde de la physique, qui était celui de la philosophie naturelle, le fondement mathématique. Certes, c'était déjà d'une certaine manière l'entreprise poursuivie par Galilée d'une part et d'autre part par Clavius, par Scheiner, par les jésuites du collège romain. Mais ici, pour la première fois, l'idée est développée à l'aide d'une méthode. Ce qui fonde le besoin de passer de la physique à la mathématique, ce n'est pas la facilité de résoudre les problèmes, mais c'est l'idée d'une méthode qui permette de manière systématique de résoudre tous les problèmes. Cette application de la mathématique à la physique, Descartes, on le sait, veut la développer et l'appliquer à toutes les sciences. Alors parfois, on a un peu trop vite voulu voir une mathématisation générale de l'univers chez Descartes. Cela est absent de Descartes. Cette mathématisation générale de l'univers est absente de Descartes parce que Descartes ne pense pas tout à fait en termes de mathématiques, il pense d'abord en termes de connaissances. Le mot est mathésis, bien plus que, je ne sais pas, mathematica. Bon. Si je dis que Descartes n'envisage pas une mathématisation du monde, c'est à cause de cet événement si important en 1630 qu'est pour lui l'idée de la création des vérités éternelles. Un monde où Dieu crée les mathématiques, un monde où les mathématiques ne sont pas coextensibles à Dieu, ce monde-là n'est pas le monde mathématisé qui sera celui de Leibniz.
deux grands courants dans l'histoire de la pensée occidentale, un courant platonicien, un courant aristotélicien. Le courant platonicien voit Dieu coextensible aux idées mathématiques. Le courant aristotélicien voit au contraire les choses de manière plus proche de l'ingénieur. Et en fait, le courant aristotélicien en Occident, c'est très exactement le personnage d'Archimède. Et l'Archimède de la Renaissance, l'Archimède qui a beaucoup influencé Galilée, l'Archimède qui a influencé Mersenne et Descartes, c'est dans la direction d'une pratique de la mathématique, mais d'une mathématique qui est seconde par rapport à Dieu, au Dieu créateur, au Dieu maître de l'univers. Lorsqu'il prend le parti de la création des vérités éternelles, Descartes s'oppose à toute une tradition qui s'est édifiée en grande partie au XVIe siècle, qui a connu le débat de la certitude des mathématiques. Un débat qui a eu lieu en Italie. Est-ce que les mathématiques sont une science certaine? Et ce qui permettait de fonder la certitude des mathématiques, c'était de voir en elles les lois même de la nature, les lois selon lesquelles Dieu a été contraint de créer le cosmos. D'où la conviction qui apparaît dans un texte important de Mersenne, l'Harmonie universelle, qui est publié en 1636, où Mersenne appuie son apologétique chrétienne sur la vérité, la véracité, l'éternité des mathématiques. Il propose même de tirer d'Euclide des moralités prouvant l'existence de Dieu à partir des mathématiques. Je cite ce texte qui est tout à fait admirable sur l'Euclide chrétien. Si l'on voulait faire, écrit le père Mersenne, un Euclide chrétien, on pourrait commencer par sa première définition, c'est-à-dire la première définition d'Euclide, à savoir le point est ce qui n'a aucune partie, et dire qu'elle convient mieux à Dieu qu'à nulle autre chose, d'autant qu'il n'y a rien que lui qui n'ait des parties, puisque les anges mêmes en ont de métaphysique, car ils sont composés d'actes et de puissance, d'essence, d'existence et subsistance, de substance et d'accident. Mais Dieu, poursuit Mersenne, est le seul et le vrai point métaphysique qui n'a nulle partie, dont les trois degrés d'être celui qui végète simplement, celui qui sent et celui qui raisonne et qui entend, ne dépendent pas moins que les trois espèces de quantité du point. Et comme le solide est la perfection et la fin de la surface et de la ligne, de même, le degré de raison est le fruit et la fin de l'être végétatif et sensitif. Dans ce même ouvrage de l'harmonie universelle, Mersenne développe l'utilité de l'harmonie. Alors c'est un texte extrêmement long que je ne vais pas lire ici. Je retiens seulement que l'harmonie mathématique, permet de fonder toutes les sciences et surtout de fonder la théologie. Nous pouvons trouver ceci comme une invitation à lire, à faire des mathématiques pour tous les croyants. Je cite, « Si les personnes dévotes, qui croient avoir de plus grandes grâces de Dieu et des plus grandes lumières dans l'oraison, ne peuvent souffrir qu'on leur parle des sciences les plus abstruses et les plus éloignées de leur capacité, et s'ils estiment inutile ce qu'ils ne savent pas, ils peuvent du moins considérer que saint Paul honore tous les dons de Dieu, et qu'il fait aussi bien état du don de science que des autres. Il y a, au XVIIe siècle, et je finis là-dessus ma citation de Mersenne, il y a tout un courant fondant l'apologétique, fondant l'existence de Dieu, sur la réalité invincible des mathématiques. Et voilà que Descartes refuse de chercher dans les mathématiques quelque chose qui soit coéternel, coextensif à Dieu. Tout a été créé par Dieu, les vérités éternelles ont été créées par Dieu. Et librement créées par Dieu. On retrouve en effet là tout un courant, celui de la puissance absolue de Dieu, qui était le courant nominaliste du Moyen-Âge, que Descartes reprend en partie à son compte. Mais il va plus loin, puisque Dieu n'est même pas cause de lui-même. Dieu est au-delà des causes. Il n'est même pas cause de lui-même, il n'est même pas son propre créateur. Il est au-delà de toute chose. Un tel point de vue n'a pas manqué d'étonner, de troubler les adversaires et surtout les partisans de Descartes. C'est pourquoi le cartésianisme va se construire de manière ambiguë entre cet appel aux mathématiques pour construire un monde intellectuel et cet appel à Dieu pour fonder les mathématiques, pour créer
les vérités éternelles. Et c'est de cette ambiguïté que le cartésianisme ne pourra pas se relever. Si Descartes n'a pas vraiment de disciples, c'est bien parce que il y a cette ambiguïté qui règne fondamentalement et qui étonne tous ceux qui essaient de le suivre. Oui, Descartes ne sera pas suivi sur ces questions, ni par Malebranche, ni par Spinoza, ni par Leibniz, par exemple. Enfin. C'est parce qu'il y a effectivement un pas décisif qui représente la mort de la métaphysique, l'écroulement de la métaphysique, oui, dans cette affirmation de la création des vérités éternelles que Descartes avance dans une lettre à Mersenne en 1630. Oui, parce qu'en réalité, si on suivait Descartes, la métaphysique serait l'aboutissement, au fond, de la démarche scientifique. Hein, au fond. C'est ça, si l'on suivait Descartes, la démarche scientifique mènerait à une dimension philosophique du monde, à une image scientifique du monde. Jean-Robert Armogat, pour reprendre en quelque sorte une chronologie de l'itinéraire scientifique de Descartes, on peut resituer les choses. 1619, le contact avec Beckmann. 1626, il entre en contact avec le cercle de Mersenne qui va l'introduire aux mathématiques. 1630, c'est donc la question des vérités éternelles. Alors 1630, c'est un moment décisif pour deux raisons. D'abord parce que Descartes renonce à poursuivre le projet des règles pour la direction de l'esprit, des règles utiles et claires pour la direction de l'esprit et la recherche de la vérité. Ensuite, 1630, c'est aussi le moment où les instances romaines vont commencer le deuxième procès de Galilée. Nous sommes donc là dans une situation européenne importante et intellectuelle importante. Situation européenne où des remous se produisent devant la science moderne, une opposition apparente entre les écritures et la démarche de la physique, et une situation de danger, de flottement, accru par le fait que les amis de Descartes, du côté des cercles dévots, de Bérulle, qui l'avait encouragé, sont en train de perdre la partie en face de Richelieu. C'est aussi l'époque de la journée des dupes, de la ruine du parti dévot en France. Donc une conjoncture qui fait que Descartes, de son point de vue hollandais, ne peut que se sentir en retrait de la vie intellectuelle. Il abandonne le projet des règles pour la direction de l'esprit. Dans ces règles, il avait essayé de définir un projet scientifique et un projet de méthode. Il y a un passage de la règle 8 qui me paraît tout à fait intéressant, où Descartes compare son travail à celui d'un forgeron. On peut donc comparer cette méthode à ceux d'entre les arts mécaniques qui n'ont nul besoin du secours de quelques autres, mais tirent d'eux-mêmes la manière dont il convient de fabriquer leurs propres instruments. Si quelqu'un voulait en effet exercer l'un d'entre eux, par exemple celui de forgeron, mais qu'il soit démuni de tous les instruments, au début, il serait certes contraint d'employer une pierre dure ou quelque masse grossière de fer en guise d'enclume, de se choisir un caillou au lieu de maillet, d'assujettir des bois en tenaille et d'en rassembler selon la nécessité d'autres de cette sorte. Ceci, une fois préparé, il n'entreprendra point aussitôt de forger des épées ou des casques, ni rien de ce qu'on fabrique avec du fer à l'usage d'autrui. Mais avant toute chose, il se formera des maillets, une enclume, des tenailles et tout le reste. Descartes explique bien par là que le premier travail, c'est de se donner les instruments du travail. Et les instruments du travail, ce n'est pas dans les règles pour la direction de l'esprit qu'il va les trouver, mais c'est dans des essais. Il n'oublie jamais les perspectives d'application. Il ne s'agit plus de se donner les instruments d'une méthode universelle, mais il doit s'agir d'appliquer tout de suite cette méthode à des réalités dans le domaine de la mathématique, dans le domaine de la philosophie naturelle, et ce sont les météores, dans le domaine mêlé de mathématiques et de philosophie naturelle, et c'est la dioptrique. Nous savons qu'il a continué ses travaux de dioptrique destinés à appuyer sa théorie de la lumière, qui devait faire le centre même du traité de physique projeté. En octobre 1628, il parle à Beckmann de sa recherche sur la réfraction
et sur le problème du dioptre parfait. Il essaie, du reste, d'attirer à Franeker, où il habite, un habile artisan, un opticien ferrier, pour réaliser ce dioptre qui permettrait peut-être même, écrit Descartes, de voir s'il y a des animaux dans la Lune. D'un autre côté, en 1629, son ami Régnier, lui transmet une description des faux soleils observés à Rome quelques semaines plus tôt par le jésuite Scheiner, description que Gassendi, au cours d'un voyage en Hollande, a communiqué à Régnier. Ces deux problèmes, le dioptre parfait et les faux soleils, les parélies, sont essentiels pour la recherche de Descartes. Ce sont des problèmes féconds, suggestifs, à cause de la règle qu'il observe de toujours remonter au principe et ainsi d'employer toute la physique pour résoudre un seul problème. Et comme le problème du dioptre soulevait celui de la lumière, le problème des parélies entraîne toute une théorie des météores, donc de la formation de la Terre et de ses rapports avec le ciel. Enfin, nous le savons, Descartes s'occupe de dissection. Dans une lettre de ces années 1629-1630, il écrit « J'ai été un hiver à Amsterdam que j'allais quasi tous les jours en la maison d'un boucher pour lui voir tuer les bêtes et faisais apporter de là en mon logis les parties que je voulais anatomiser plus à loisir, ce que j'ai encore fait plusieurs fois en tout lieu où j'ai été. » Descartes écrit donc des essais où il veut montrer la perfection à laquelle sa science pourrait mener si on lui en donnait les moyens. Et les essais géométrie dioptrique météore sont d'abord des spécimina, des spécimens publicitaires pour convaincre des mécènes de lui fournir une pension et de lui fournir les moyens de poursuivre ses travaux. Et c'est lorsqu'il a mis au point au moins deux d'entre eux, la dioptrique et les météores, qu'il décide de leur adjoindre une préface. Dans cette préface, dit-il, il pourra y mettre un petit peu le récit de sa vie, l'histoire de son esprit. Et cette préface devint le discours de la méthode. L'un des essais les plus prestigieux, c'est l'explication de l'arc-en-ciel que Descartes donne dans les météores, qui, si elle n'est pas aussi neuve que Descartes le prétend, et on a pu retrouver des sources à cette explication et des lectures que Descartes dissimule, est néanmoins celle qui est la plus claire, celle qui est aussi la plus féconde. C'est l'explication cartésienne de l'arc-en-ciel qui permettra à Huygens, qui permettra à Boscovich de poursuivre à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle les recherches sur l'arc-en-ciel. Là encore, Descartes fait œuvre de précurseur par le contenu scientifique de sa recherche, mais davantage encore par la clarté de sa méthode, par sa manière de prendre le point le plus général vers le point le plus particulier et de faire des dénombrements complets du problème et de diviser le problème question par question. Descartes va se tenir à ce désir qu'il a d'écrire un grand traité de philosophie naturelle. Il va beaucoup hésiter et ce qui va le conduire à l'écrire, à le publier, ce sont les querelles qui vont s'agiter en Hollande entre 1640 et 1642-43 autour de son disciple Régnier et contre les gens d'Utrecht et de Groningue. En 1643, Descartes entre en lice en son nom propre, et ce sont les incidents confus de la lettre à Voet ou à Voetius en 1643 et le procès intenté à Descartes par le magistrat d'Utrecht. Dans ce contexte, Descartes se décide à publier son grand ouvrage. Il écrit au plus fort de la lutte contre Voet en janvier 42, « Peut-être que ces guerres scolastiques seront cause que mon monde se fera bientôt voir au monde, et je crois que ce serait dès à présent, sinon que je veux auparavant lui faire apprendre à parler latin. » Car si le discours et les essais sont en français afin que tout le monde puisse les entendre, Descartes se décide à publier cet ouvrage,
non pas comme un traité pour un large public, mais comme un traité pour les écoles, et les écoles, bien sûr, de tous les pays de l'Europe. Il faut donc qu'il écrive en latin. Je le ferai nommer Summa Philosophiae, somme de philosophie, afin qu'il s'introduise plus aisément en la conversation des gens de l'école, qui, maintenant, le persécutent et tâchent à l'étouffer avant sa naissance, aussi bien les ministres, les pasteurs protestants, que les jésuites. Et telle était bien l'idée de ce livre qui paraît en l'année 1644, mais où Descartes a substitué à Summa Philosophiae le titre de Principia Philosophiae, car il ne s'agit pas d'une somme générale traitant de tout, il s'agit d'un manuel expliquant quelques principes de la philosophie. On ne peut pas attendre un développement complet dans les principes de la philosophie, ce que le titre Summa Philosophiae aurait pu faire croire. Dans cet ouvrage, il faut distinguer la première partie qui reprend de façon abrégée le développement des méditations de 1641, la première partie qui s'intitule Des principes de la connaissance, avec des modifications importantes qui reflètent l'évolution de la pensée de Descartes en raison des objections apportées aux méditations de 1641, et puis les deuxième, troisième et quatrième parties qui s'occupent de la physique et qui reproduisent assez librement le monde inédit que Descartes avait conservé dans ses papiers. Il manque à cet ouvrage, du reste, une cinquième partie qui aurait été relative aux plantes et aux animaux, et une sixième partie qui se porte à l'homme. Ces deux parties ont été abandonnées par Descartes en raison du manque d'expérience. Et nous savons que dans le cours même du livre tel qu'il est, il arrive souvent qu'il se plaigne que les expériences lui aient fait défaut parce que le financement lui a fait défaut, et qu'il rappelle cette invitation qu'il avait faite à la fin du discours de se faire aider par des mécènes pour organiser une équipe, pour monter un laboratoire, pour poursuivre des expériences. Dans cet exposé de la physique que nous avons dans les Régulés, il y a des choses importantes et des choses fausses. Les choses importantes sont de l'ordre de toute cette physique atomistique que Descartes présente, cette physique des tourbillons, qui est aujourd'hui, en 1987, d'une actualité importante pour ce que nous pouvons savoir de la matière, essayer de savoir de la matière. Et puis, il y a, dans l'ordre des lois de choc des corps, des choses qui reflètent des hésitations, et des hésitations essentiellement d'origine mathématique. Descartes n'avait pas l'outillage mathématique de sa pensée physique, et c'est certainement là le défaut. Alors, ces principes de philosophie furent l'ouvrage le plus connu, le plus diffusé de Descartes. Ils sont aussi l'ouvrage qui a le plus vite vieilli, qui s'est trouvé le plus vite dépassé. On peut légitimement se demander, 3 siècles après, ce qu'il faut encore retenir du Descartes savant Jean-Robert Armogat. Qu'est-ce qu'il reste de Descartes savant? D'abord, quelques règles en matière de raisonnement. Les règles établies dans le discours de la méthode sont des règles saines de toute démarche scientifique. Ensuite, quelques éléments de l'ordre de la loi des sinus pour la réfraction en optique, de l'ordre des recherches de mathématiques. Si Descartes n'a jamais utilisé les repères cartésiens, il a quand même eu l'idée constante de rapporter des équations à des lignes, ce qui fonde l'analyse mathématique et ce qui permet de parler de repères cartésiens même s'il lui-même ne les a jamais utilisés. Plus profondément, Descartes propose un style. Ce qui est fascinant, c'est de constater que le raisonnement cartésien, en particulier celui des méditations, je ne parle pas du contenu métaphysique des méditations, je parle du raisonnement des méditations. Le raisonnement cartésien continue d'exciter l'admiration et la sagacité des logiciens contemporains. M'occupant de bibliographie sur Descartes chaque année, je ne compte plus le nombre d'articles de logiciens de logique formelle, de logique mathématique, se référant au cogito, se référant à la manière dont Descartes construit son discours métaphysique, more geometrico, à la manière d'un géomètre. Et je crois que si les découvertes mathématiques et physiques de Descartes sont en grande partie périmées, tout en conservant quelques principes justes et sains, ce qui aujourd'hui
n'est pas dépassé chez Descartes, c'est une certaine vision de la démarche scientifique qui part sans doute de la création des vérités éternelles par Dieu et qui nous conduit à remettre en question profondément tout projet métaphysique. C'est en ce sens que le Descartes critique, que la postérité a retenu, mérite aujourd'hui encore d'être notre maître. Pierre-François Moreau. On pourrait dire que l'importance de la pensée de Descartes, ce n'est pas seulement d'avoir introduit une nouvelle philosophie. Après tout, elle commençait à exister avant lui. Il y a au XVIIe siècle une rupture à l'égard de la philosophie traditionnelle, et cette rupture est manifestée à la fois par Descartes, par Hobbes, par Gassendi, par un grand nombre de gens qui sont tous marqués par l'emblème de l'anti-aristotélisme, par exemple, même s'ils reprennent souvent en sous-main ce qu'ils critiquent. Mais Descartes a donné une forme particulière, et particulièrement forte, une empreinte particulièrement originale à ce mouvement dans son propre système, et ce système a imposé durablement une certaine façon de penser la rupture. À tel point, par exemple, que non seulement il y a eu des cartésiens au sens strict, c'est-à-dire des gens qui reprenaient, modifiaient, diffusaient la pensée de Descartes, mais il y a eu un mouvement cartésien qui est allé plus loin que Descartes. Je veux dire par là que sur certains points sur lesquels Descartes soit ne s'était pas prononcé de fait, soit c'était interdit en droit de se prononcer, il existe des philosophes, des théologiens, des historiens qui ont décidé de franchir ces barrières et d'appliquer une méthode cartésienne malgré Descartes, ou de faire du cartésianisme sans Descartes, sur ces domaines qui étaient demeurés à l'écart de la révolution cartésienne. Oui, alors pour illustrer ce que vous venez de dire, Pierre-François Moreau, on sait par exemple que Descartes n'a consacré que quelques très rares passages de ses écrits à la question du langage. Pourtant, le linguiste Noam Chomsky publie en 1966 un livre intitulé « La linguistique cartésienne », paru aux éditions du Seuil, dans lequel il s'appuie au cours de sa polémique avec les structuralistes sur un texte paru en 1666 intitulé « Discours physique de la parole » du cartésien Géraud de Cordemoy. Oui, mais Descartes lui-même ne s'intéresse guère au langage. Il y a quelques phrases par-ci par-là, il y a dans les lettres des formules où il explique rapidement pourquoi la pensée est plus intéressante que la langue, pour faire vite. Mais un des disciples de Descartes, Géraud de Cordemoy, a entrepris effectivement de constituer une linguistique à partir des principes posés par Descartes. C'est-à-dire qu'il essaye de résoudre les différents problèmes posés par le discours à partir justement des grands principes de l'héritage cartésien. Je cite quelques phrases de lui qui essayent de montrer quelle est la spécificité du langage. Et on verra qu'on reconnaît tout de suite, dans sa façon d'aborder la question, à la fois la distinction cartésienne de l'âme et du corps, et puis des éléments de la biologie cartésienne, c'est-à-dire la conception du corps en termes de machines, de vents, de tuyaux. Je cite, « Car, encore que je conçoive bien qu'une pure machine pourrait proférer quelques paroles, je connais en même temps que si les ressorts qui distribuaient le vent ou qui feraient ouvrir les tuyaux d'où ces voix sortiraient avaient un certain ordre entre eux, jamais ils ne le pourraient changer, de sorte que dès que la première voix serait entendue, celle qui aurait accoutumé de la suivre le serait nécessairement aussi, pourvu que le vent ne manquât pas à la machine. Au lieu que les paroles que j'entends proférer à des corps faits comme le mien n'ont presque jamais la même suite. J'observe d'ailleurs que ces paroles sont les mêmes dont je me voudrais servir pour expliquer mes pensées à d'autres sujets qui seraient capables de les concevoir. Enfin, plus je prends garde à l'effet que produisent mes paroles, quand je les profère devant ces corps,
plus il me semble qu'elles sont entendues. Et celles qu'il profère répondent si parfaitement au sens des miennes, qu'il ne me paraît plus de sujet de douter qu'une âme ne fasse en eux ce que la mienne fait en moi. Donc on trouve là, dans ces quelques phrases du Haut-de-Corps de moi, à la fois des fondements tout à fait cartésiens, et puis l'idée de la créativité humaine dans le langage, par opposition à la machine, au langage totalement automatique de la machine, ou de l'animal-machine. On trouve l'analyse du rapport entre pensée et langage, on trouve presque l'idée de structure profonde qui engendre des structures de surface, et on voit très bien comment Chomsky peut, à ses propres fins, réutiliser un tel discours. Un autre exemple célèbre de cette importation d'une démarche cartésienne dans un domaine où Descartes lui-même n'est pas entré, nous est fourni par le philosophe Georges Canguilhem dans un texte sur Fontenelle paru en 1968. Alors, on nous y explique que pour fonder l'histoire des sciences, il fallait bien que Fontenelle fût cartésien. On voit tout de suite pourtant, en lisant Descartes, que sa pensée est fondamentalement anti-historique. L'article 1 des Passions de l'âme formule brutalement « Nemo ante me », personne avant moi n'a véritablement traité ce sujet. La vérité, en s'instaurant, annule toute l'histoire qui précédait. Ou bien, si on préfère, on peut dire qu'elle fonde une histoire à deux temps, avant le moment de la rupture, le temps de l'insignifiant, et après le moment de la rupture, où on est dans la plénitude du sens. Et entre les deux, il n'y a rien. Toutes les erreurs qui ont précédé la vérité sont équivalentes entre elles dans la mesure où elles sont également vides. Donc aux yeux de Descartes, ça n'a pas d'intérêt de se demander si Démocrite a dit autre chose qu'Aristote. Comme l'un et l'autre ont dit des choses fausses, ou bien on dit des choses vraies que par hasard et sans les insérer dans l'ordre des raisons, il n'y a pas place pour une histoire, par exemple de la philosophie, pour une histoire des idées ou pour une histoire en général. Donc l'histoire semble entièrement rejetée hors du domaine de la raison. Il n'y a rien à en dire. Et pourtant, après Descartes, quelqu'un comme Fontenelle a bien fondé, d'une certaine façon, l'histoire des sciences. Or, Fontenelle est, dans une très large mesure, un cartésien. Est-ce qu'en fondant une histoire des sciences ou une histoire de l'esprit humain, il est infidèle à son maître Descartes? Alors, il me paraît très intéressant que celui qui a analysé ces positions de Fontenelle soit Georges Canguilhem, qui est non seulement probablement notre plus grand historien des sciences, mais encore celui qui a le plus réfléchi à l'épistémologie et à l'histoire de l'histoire des sciences. Or, Canguilhem, dans son grand recueil de 1968, Études d'histoire et de philosophie des sciences, se pose justement la question. Et il montre que, en essence, Fontenelle cherche la caution de Descartes pour fonder sa philosophie de l'histoire des sciences. Bon, on sait que cette philosophie de l'histoire des sciences, elle va notamment être assurée par les éloges des savants que Fontenelle prononce en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et qui constitue toute une série de morceaux concernant l'histoire de l'esprit humain au XVIIe siècle. Mais Canguilhem souligne, je cite, « En cessant de tenir le passé pour juge du présent, on rendait le passé témoin, à tous les sens du terme, d'un mouvement qui le dépassait et le déposait face au présent. Fontenelle a aperçu que, pour que l'on puisse parler des anciens, fût-ce pour les louer, il faut que les anciens cessent d'être vivants, cessent d'être présents, il faut que les modernes aient pris de la distance à leur égard. » Fin de citation. Il y a donc bien, ici, dans le mouvement qui introduit l'histoire en tant qu'histoire, un geste qui périme la pensée des anciens. Et c'est là, précisément, que le cartésianisme s'introduit comme fondement d'une certaine façon d'écrire l'histoire. C'est pourquoi Canguilhem peut affirmer, paradoxalement, mais néanmoins démonstrativement, que lorsque Fontenelle se met à fabriquer une histoire des sciences, et au sens plus général une histoire de la pensée, il demeure cartésien. C'est un cartésianisme sans Descartes, mais ce cartésianisme quand même. Je cite encore, « Pour fonder l'histoire du progrès intellectuel, Fontenelle invente et invoque une sorte de principe bien cartésien dans la forme et dans l'esprit, un principe de conservation de la quantité de génie. » Pourquoi ? Parce que,
je cite encore, « S'il affirme que les modernes peuvent non seulement égaler les anciens par l'invention de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes, mais doivent aussi les dépasser sur les terrains où ils ont erré, c'est parce que la nature, selon lui, reste toujours égale à elle-même, parce qu'elle produit des hommes à capacité intellectuelle invariable. » Je m'étais rendu compte de la situation misérable de la théologie, reine des sciences, et des difficultés où sont réduits ceux qui la cultivent. Aussi commençai-je, dans ces flots d'incertitude et de doute, à chercher la cause de ces maux et un chemin pour y échapper. Là-dessus, me tomba soudain entre les mains cette méthode heureuse et éminente, grâce à laquelle René Descartes, le premier après tant de siècles, a tiré au jour le vrai, jusque-là inaccessible, et a restauré la philosophie à partir de ses fondements. Je me suis donc longuement demandé s'il n'était pas possible de faire en théologie comme lui en philosophie, de révoquer en doute tout ce qui pouvait l'être et de le rejeter comme faux, jusqu'à parvenir à un fondement ferme et stable sur quoi je pourrais mettre le pied en sûreté. Va sortir dans quelques jours aux éditions Intertexte le livre de Ludovic Meyer, La philosophie interprète de l'écriture sainte, dont nous venons d'entendre un extrait et traduit par Jacqueline Lagréé et vous-même, Pierre-François Moreau. Voilà une extension du cartésianisme plutôt surprenante. Alors on sait que Descartes examine les preuves de l'existence de Dieu dans ses méditations, qu'il y a un discours de Descartes sur Dieu, mais là, dans ce texte de Meyer, il est carrément appelé à la rescousse de l'interprétation de la Bible. En particulier chez les protestants. Alors habituellement, on connaît Meyer parce que c'est à lui que Spinoza a adressé la lettre sur l'infini. C'est quelqu'un qui a consacré un livre entier à la question de savoir comment interpréter la Bible. Et son livre est fascinant de ce point de vue parce qu'il montre comment, sur un terrain que Descartes s'était interdit, on peut importer des arguments, des démonstrations et un esprit de part en part cartésien, au moins dans l'intention. Ce qui est intéressant dans ce texte, que les Hollandais connaissent bien et qu'ils ont continué d'étudier pendant cette période, c'est qu'il commence par une analyse, en un sens très cartésienne, de la multiplicité des opinions divergentes. Et Meyer dit « Ce qui ruine le christianisme, ce n'est pas le vice, ce n'est pas les religions, c'est la multiplicité des sectes qui passent leur temps à se combattre au lieu de rechercher le salut. Donc ce que nous devons faire dans l'intérêt commun du peuple chrétien, et il prend visiblement le mot chrétien à un sens très très large, c'est de chercher à supprimer toutes ces discussions. Or ces discussions n'ont lieu que parce que nous ne possédons pas un fondement indubitable sur lequel la vérité, une fois parue, permettrait d'effacer toutes les divergences. On reconnaît là quand même une démarche cartésienne. Oui, la question de la certitude. Et il le dit explicitement, il dit, au fond, ce que nous proposons de faire, c'est la même chose que ce qu'a fait Descartes, qui le premier nous a donné les chemins de la certitude. Et comme Descartes nous enseignait qu'il faut trouver un fondement, le fondement c'est le cogito, de la même façon, pour apaiser les querelles religieuses, il faut trouver un fondement, le fondement c'est l'écriture. Et comme l'écriture semble extrêmement compliquée à comprendre, comme tout le monde a sa propre interprétation, il faut trouver une interprétation qui soit absolument indubitable. Cette interprétation indubitable, elle est fournie par la raison et la philosophie. Et la philosophie, c'est justement la philosophie cartésienne. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est que Meyer n'a pas été le seul à avoir cette idée. C'est une idée qui court dans les milieux cartésiens et dans les milieux réformés de l'époque. C'est ce que Kolakowski appelle dans ses livres Chrétiens sans Église une thèse courante du cartésianisme populaire. Et à partir de ce moment-là, on a pris l'habitude de diviser les pasteurs, je reprends un terme qu'utilisent couramment Bell et Leibniz quand ils parlent justement du livre de Meyer, en pasteurs rationaux et non rationaux, suivant qu'ils acceptaient une interprétation cartésianisante de l'écriture ou qu'ils la refusaient. Pierre Guénancia, vous avez publié en 1983 au PUF un livre intitulé « Descartes et l'ordre politique ». Titre surprenant pour un livre qui démontre plutôt pourquoi
La philosophie cartésienne ne débouche pas sur une politique, mais bien plutôt sur une morale, et l'usage que nous pouvons faire de celle-ci dans nos rapports à nous-mêmes et à autrui. Le problème de la morale cartésienne est de savoir, au fond, comment vivre avec ce que les autres pensent, et qui n'est pas forcément ce que je pense, et réciproquement. Si il y a quelque chose comme la liberté de penser, et si c'est quelque chose qu'il faut défendre, je crois que c'est inséparable de la philosophie cartésienne et de sa compréhension véritable. C'est la nécessité pour chaque sujet de faire retour sur lui-même pour s'assurer de quelque vérité que ce soit. C'est au fond la première règle de la méthode dans le discours. Ne rien reconnaître pour vrai que je ne connaisse évidemment être tel peut tout à fait fonder une prescription de liberté de pensée, une éthique qui concerne essentiellement dans la tolérance des uns par les autres, dans l'acceptation mutuelle de la diversité et surtout dans la reconnaissance de l'irréductibilité de cette diversité, qui s'oppose justement aux tentatives typiquement politiques, en tout cas d'une certaine politique, pour réduire cette diversité à une sorte de corps unique qui fonctionne un peu comme une axiomatique et qui, de ce point de vue, ne laisse pas de marge aux différences de jugement entre les hommes, qui ne leur interdisent pas, non seulement qui ne leur interdisent pas de vivre ensemble, mais qui ne devraient pas leur interdire de vivre bien ensemble. Et en ce sens, il me semble qu'on peut induire du cartésianisme une sorte de politique, c'est-à-dire une façon de se comporter vis-à-vis de la politique, consistant à ne pas attendre d'elle un salut collectif, consistant à ne pas attendre d'elle la révélation d'une vérité contenue in novo dans l'histoire, mais consistant à exercer notre jugement dans tous les cas où c'est nécessaire, et c'est nécessaire au fond toujours, de ne compter que sur ses propres forces pour parvenir, si ce n'est à la vérité, du moins à la conscience d'avoir fait son possible dans cette recherche de la vérité. S'il y a une opposition entre Descartes et les penseurs de la politique, je crois personnellement que c'est dans la conception que les uns et les autres se font de la liberté de l'homme qu'il faut en chercher la clé. Je crois que, au fond, ce qui est irréductible à une conception politique de l'homme et des rapports interhumains, c'est l'idée d'une liberté infinie telle que Descartes la soutient et la fonde métaphysiquement par le rapport que l'homme a avec Dieu. L'homme, au fond, pour Descartes, est avant toute chose, avant d'être lui-même, il est image, en quelque façon, de Dieu. Et il porte, de ce fait, la responsabilité de l'idée de perfection qu'il découvre en lui et grâce à laquelle il découvre l'extériorité, la réalité, l'indubitabilité de l'idée de Dieu et de son existence par rapport à la sienne propre, par rapport à celle du cogito. La liberté qui résulte en quelque sorte de cette idée de perfection, c'est la liberté d'un homme qui sent en lui une puissance d'agir illimitée, mais qui ne coïncide pas, qui n'est pas proportionnée avec l'entendement fini qui est le sien, avec au fond le petit nombre d'idées claires et distinctes qu'il peut se faire de toute chose, et le petit nombre de connaissances véritablement certaines dont il peut être assuré. Cette liberté, Descartes en pose le problème en termes d'usage. Au fond, quel usage devons-nous faire de notre liberté pour essentiellement demeurer libre? Et il me semble, dans ce refus d'engager la liberté dans un projet, dans quoi que ce soit, caractérise d'une certaine manière la volonté cartésienne de ne pas compromettre en quelque sorte son jugement par des règles extérieures à ce jugement. Et l'homme libre est au fond un homme qui découvre qu'il n'y a pas d'autre raison de s'estimer lui-même et d'estimer les autres pour autre chose que pour l'usage qu'il fait de son libre arbitre. C'est cette passion que Descartes appelle la générosité. Descartes marque plutôt un écart entre l'homme et la politique.
Une distance. Une distance. Une distance qui permet au sujet de ne pas se projeter aveuglément sur un projet politique, dans une organisation, des rapports interhumains, et qui permet peut-être, et peut-être plus essentiellement, de ne pas concevoir le rapport humain en termes d'adversité ou en termes de conflit, c'est-à-dire d'une manière au fond anthropologique. Il n'est que trop vrai que les hommes ont entre eux des rapports d'adversité, de conflit, de désir et de puissance. Ça, c'est une vérité. Mais il y a peut-être une vérité plus profonde, et là, qui dépend non seulement de notre entendement, mais de notre volonté et du bon usage que nous en faisons. Et cette vérité consiste à penser que les hommes sont toujours, en quelque sorte, estimables pour l'usage qu'ils font de leur libre arbitre, et seulement pour cet usage. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une distance, on le disait tout à l'heure, ou un décalage par rapport à ce qu'on pourrait appeler les valeurs mondaines, les valeurs du monde, les symboles par lesquels les hommes En fait, la valeur de Descartes, c'est la valeur pure de la singularité. D'une singularité qui est la chose du monde la mieux partagée. Après qu'on a ainsi reconnu la bonté de Dieu, l'immortalité de nos âmes et la grandeur de l'univers, il y a encore une vérité dont la connaissance me semble fort utile, qui est que, bien que chacun de nous soit une personne séparée des autres, et dont par conséquent les intérêts sont en quelque façon distincts de ceux du reste du monde, on doit toutefois penser qu'on ne saurait subsister seul, et qu'on est, en effet, l'une des parties de l'univers, et plus particulièrement encore l'une des parties de cette terre, l'une des parties de cet État, de cette société, de cette famille à laquelle on est joint par sa demeure, par son serment, par sa naissance. Et il faut toujours préférer les intérêts du tout dont on est parti à ceux de sa personne en particulier, toutefois avec mesure et discrétion, car on aurait tort de s'exposer à un grand mal pour procurer seulement un petit bien à ses parents ou à son pays. Et si un homme vaut plus, lui seul, que tout le reste de sa ville, il n'aurait pas raison de se vouloir perdre pour la sauver. Une vie, une œuvre. Descartes et la révolution cartésienne, une émission de Christine Gohémé, avec Jean-Robert Armogat, Pierre Guénancia, Pierre-François Moreau. Mixage Christian Fontaine, réalisation Claude Guerre, texte lu par Pascal Sablier.